Buenos días a todos. Bonjour à tous. Je vais continuer en français. Euh, D'abord, je voulais vous remercier de m'inviter pour ce séminaire, ce webinaire sur la portée des procédures. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de réflexions selon la structure suivante. D'abord, je vais vous dire quelques mots des origines de la réflexion que je vais partager avec vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, que sont les procédures. Donc, on distinguera plusieurs visions en fait des procédures et on discutera ensuite de la procéduralisation au-delà des niveaux opérationnels. On verra que il n'y a pas que les opérateurs de première ligne qui ont une activité procéduralisée. On s'interrogera ensuite sur les effets qu'on n'anticipe pas nécessairement de cette procéduralisation et on verra qu'il y a finalement des contre-coups auxquels on n'avait pas nécessairement pensé a priori dans cette marche vers la procéduralisation. Et je partagerai avec vous de nouvelles questions qui émergent dans une situation dans laquelle cette procéduralisation avance, avant de dire quelques mots de conclusion. Mais comme disait Marina, c'est une question un peu récurrente. Est-ce qu'on peut vraiment conclure dessus ou est-ce qu'on va continuer à ouvrir les discussions? On verra ça un peu plus tard. Donc quelques mots sur les origines de cette réflexion. Alors, je ne dis pas les origines de la réflexion sur... Donc voilà, je vais juste vous dire quelques mots des origines de cette réflexion, uniquement pour vous dire que elle remonte, pour ce qui me concerne, il y a une quinzaine d'années, avec une collègue qui s'appelle Mathilde Bourrier, qui est professeure de sociologie à l'Université de Genève. Et on observait cette marche en fait de la procéduralisation, cette extension de la procéduralisation de la sécurité. Et on s'est posé un ensemble de questions autour de ce thème. Alors tout ça pour vous dire que voilà, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, je ne l'ai pas construit toute seule, mais avec Mathilde Bourrier, et ça s'est enrichi au fil des années. Donc pour entrer dans le vif du sujet, euh, il y a un consensus autour du fait que les procédures sont nécessaires à la sécurité. Euh, il y a un consensus, bien que derrière le terme procédure, tout le monde ne mette pas la même chose. Donc c'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu plus maintenant. Ce que j'ai appelé des visions contrastées, je vais essentiellement en présenter deux, de manière un peu caricaturale, parce que ce sont deux visions conceptuellement assez distinctes. Euh, et si on commence par la première, donc là, dans cette vision de la sécurité, les procédures contraignent les actions. Elles les contraignent au sens où tout le monde procède de la même manière. Tout le monde procède comme le dit la procédure. Elle coordonne également les activités, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un cockpit dans un avion Airbus, par exemple, le partage des tâches entre les deux pilotes, ce qu'on appelle le pilot flying, pilot monitoring, est défini par les procédures. Et les interactions entre les deux sont également définies par les procédures. Ce qu'on appelle le cross-checking, la vérification croisée d'un pilote par l'autre, tout ça, c'est défini par procédure. Et en fait, ces procédures, elles incarnent en fait la connaissance, on verra laquelle, sur comment faire le travail. Finalement, dans cette vision-là, la procédure est perçue et comprise comme un instrument de contrôle. C'est ce qui va permettre de contrôler les actions et la manière dont elles sont réalisées. Il existe une autre vision des procédures qu'on va essayer de détailler maintenant, dans laquelle ces procédures sont un guide pour l'action.
Alors un guide, ça veut dire y compris pour les novices, c'est-à-dire qu'il va falloir les guider parfois dans le détail de ce qu'ils ont à faire. Elles aident également à coordonner les activités, comme dans la vision précédente. Elles incarnent effectivement des connaissances, les connaissances disponibles sur le travail et les situations. En revanche, une hypothèse qui contraste finalement cette vision avec la précédente, c'est qu'on reconnaît dans cette vision-là que les procédures sont basées sur une représentation abstraite du travail et que cette représentation abstraite n'est pas nécessairement ou systématiquement, n'est pas toujours un reflet très fidèle de la réalité. On reconnaît par exemple que une situation peut avoir évolué ou qu'un système peut avoir évolué sans que les procédures aient été mises à jour instantanément et que du coup, il peut y avoir certains décalages entre la représentation des situations et de la manière de les traiter, de la manière de réaliser les actions, telles que décrites dans les procédures, et la situation réelle. Dans ce cas, on est plutôt sur une représentation des procédures comme des ressources pour l'action. Donc c'est sur ces deux grandes visions qu'on va essayer de enfin, ce sont ces 2 grandes visions des procédures qu'on va essayer de creuser. Tout d'abord, en s'interrogeant sur, les hypothèses implicites qui se cachent derrière ces 2 approches des procédures. Finalement, quand on conçoit la procédure comme un instrument de contrôle, quelles sont les hypothèses sous-jacentes, le plus souvent très implicites, qu'on fait? Bah, la première, c'est que déjà toutes les situations possibles peuvent être anticipées, puisqu'il va falloir, heu heu, fournir, contraindre l'action des opérateurs, quelle que soit la situation. En leur fournissant des procédures, on fait l'hypothèse que toutes les situations auxquelles un opérateur va être confronté peuvent être anticipées et qu'on est capable d'apporter une réponse sûre à toutes ces situations a priori. Et cette réponse sûre est celle qui va être décrite dans les procédures, décrite et prescrite par les procédures. Ça repose aussi sur, une hypothèse qui est que l'incertitude peut être réduite, sinon totalement éliminée, et notamment l'incertitude des actions effectuées par les opérateurs. Puisqu'on va les contraindre à tous procéder de la même manière, on se dit qu'on peut réduire, l'incertitude de toutes les situations. Et donc, on se dit également que par la procédure, par la prescription d'une bonne manière de faire, d'une manière sûre de faire, on peut réduire la variabilité et elle doit être réduite pour garantir la sécurité. Alors, c'est une représentation ou des hypothèses qui ont parfois été mises à mal. Ça a été le cas notamment euh, ça a été le cas, pour l'accident de Three Mile Island, heu, 1er accident nucléaire, dans lequel finalement une procédure permettant de gérer une brèche sur le circuit primaire a été appliquée et on s'est rendu compte que la procédure était adaptée pour gérer une grosse brèche, alors que dans la situation, vécue, par les opérateurs à ce moment-là, il s'agissait d'une petite brèche et qu'il n'y avait pas de procédure pour les petites brèches et que les grosses brèches et les petites brèches ne se traitaient pas de la même manière. Autre cas dans lequel on s'est rendu compte que l'application stricte des procédures, avait conduit à l'accident, c'est le cas de l'accident du Swissair 111 où les pilotes ont strictement appliqué les procédures, mais la situation, n'était pas couverte de manière, idéale ou de manière adaptée par le corpus de procédures, disponibles, à ce moment-là. Si je repasse maintenant à la vision des procédures comme des ressources pour l'action, le champ des hypothèses sous-jacentes est différent. Dans ce cas-là,
on reconnaît que toutes les situations ne peuvent pas être anticipées, ce qui n'empêche pas d'essayer d'en anticiper un maximum, mais on reconnaît qu'il y a des choses qui vont échapper à l'anticipation et qui donc vont échapper à la procéduralisation et que par conséquent, pour gérer ces situations-là, on aura besoin d'autres compétences que celles qui sont incarnées dans les procédures. Donc on fait également appel à une forme de professionnalisation des opérateurs pour, à l'aide des procédures, être capable de s'adapter. En gros, on dit que, dans ce cas-là, on considère qu'il est impossible de réduire à néant l'incertitude et qu'il va relever des capacités, des opérateurs à s'adapter aux situations. Donc l'adaptation est nécessaire et on ne cherche pas à la réduire, à la contraindre, mais plutôt à l'accompagner. Donc voilà pour les hypothèses, sous-jacentes. Heu, Si on continue dans cette voie, en fait, le contraste entre les 2 visions des procédures, hein, beh, on se rend compte que dans ces 2 visions-là, les procédures ont des statuts, heu, qui ne sont pas identiques. Dans le premier cas, quand on considère les procédures comme un instrument ou comme des instruments de contrôle, beh, on est dans une situation où, heu, elles constituent un référentiel absolu. Un référentiel non seulement nécessaire, mais un référentiel suffisant. Encore une fois, l'hypothèse, c'est que le tout écart à la procédure, est source de risque, est source d'insécurité. Et c'est d'ailleurs, ce qui est, pointé et mis en évidence, en premier dans les enquêtes ou dans les analyses d'événements. Le premier réflexe, quand on a cette vision-là, c'est de revenir à la procédure, au référentiel et de regarder si, heu, ces procédures ont bien été appliquées par les opérateurs de première ligne. C'est je je l'évoque, maintenant, c'est le modèle sous-jacent qu'on retrouve notamment dans la presse. C'est-à-dire que suite à un accident, dans la presse, dans les jours qui suivent ou dans les médias, quels qu'ils soient, on retrouve souvent des analyses de type, «L'opérateur n'a pas appliqué la procédure» et ça relève plutôt de ce modèle-là. Quand on a une vision des procédures, comme ressources pour l'action, le statut même des procédures est un peu différent. Puisqu'on se dit que c'est un référentiel nécessaire, c'est un référentiel, heu, c'est un cadre qui va aider, qui va être, d'autant plus nécessaire pour les novices, même s'il est, tout aussi nécessaire pour les experts, mais qui, eux, vont développer d'autres compétences. Mais on reconnaît que ce référentiel n'est pas toujours suffisant. Encore une fois, ça relève de cette hypothèse que toutes les situations ne peuvent pas être anticipées et que du coup, on ne peut pas tout prévoir dans les procédures. Alors, ces différences de d'approche ou de manière de penser les procédures, ça conduit aussi à des manières différentes de concevoir ces procédures. Donc là, j'ai joué un petit peu sur les mots en disant des conceptions différentes, à la fois au sens de la conception des procédures elles-mêmes, mais aussi de la manière de les penser. Donc, dans la vision des procédures comme instrument de contrôle, on est dans une approche très top-down de la conception, c'est-à-dire que ces procédures sont conçues par des experts techniques, des ingénieurs, des experts des systèmes techniques qui ne sont en général pas sur le terrain, qui sont plutôt des concepteurs de bureaux d'études. Heu et dès qu'on se rend compte, à l'occasion d'un événement ou d'un accident, que la procédure n'était pas totalement adaptée ou qu'il n'y avait pas de
procédure spécifiquement pour cette situation-là. Le réflexe, la mesure correctrice, est d'ajouter des procédures pour couvrir un cas qui n'était pas couvert et que la réalité des opérations met en évidence. Donc ça, c'est en toute logique une conclusion naturelle de l'hypothèse selon laquelle euh, on, on essaie d'anticiper toutes les situations possibles et de produire a priori une réponse adaptée à toutes ces situations-là. Dans cette veine-là et toujours dans cette représentation des procédures comme instrument de contrôle, la diffusion des procédures est, je suis désolée, j'ai oublié un accent, je m'en rends compte, et se fait en fait en push, c'est-à-dire on diffuse l'information auprès des opérateurs. Cette information, encore une fois, qui a été produite de manière très descendante. Et potentiellement, en complément de cette diffusion des procédures, il peut y avoir une formation à l'application de ces nouvelles procédures. Mais encore une fois, on est dans une approche extrêmement descendante et de couverture maximale de toutes les situations par des procédures, euh, encore une fois, qui contraignent l'action des opérateurs. Dans une représentation des procédures comme ressources pour l'action, la manière dont on va concevoir les procédures est relativement différente. On est déjà dans une conception qui va impliquer les opérateurs, c'est-à-dire impliquer les utilisateurs de ces procédures. Euh, En premier lieu, parce qu'on considère que ce sont les vrais experts des situations à gérer, des situations de travail et de la manière de réaliser les actions. Euh, Par ailleurs, cette conception qui va impliquer les opérateurs et les experts techniques des systèmes constitue aussi un espace de discussion et de débat autour des situations réelles, des potentielles limites des procédures, de la manière de les améliorer. Par ailleurs, un autre élément très important dans cette représentation des procédures est l'explication et le partage du sens de la procédure, c'est-à-dire pourquoi telle procédure, qu'est-ce qu'elle vise à faire, euh, quels sont ses objectifs, et tout ça, à nouveau, ça relève de discussions avec des opérateurs. Donc on n'est pas sur une application, on va dire, descendante un peu aveugle, on est sur une application, on va dire, plus intelligente de la procédure parce qu'on en aura compris l'objectif, les enjeux, euh, et aussi parce que elle aura des chances d'être plus réaliste parce que conçue avec des experts des situations réelles. Par ailleurs, dans ce cadre-là, la mise à jour des procédures ne se fait pas simplement lorsque la réalité montre qu'une situation n'est pas couverte par une procédure suite à un événement, mais ça peut être parce que le contexte a évolué, parce que les situations ont évolué, auquel cas, encore une fois, les opérateurs peuvent faire remonter ou peuvent alerter sur le fait qu'une procédure nécessiterait d'être mise à jour pour refléter davantage la nouvelle situation ou les nouvelles situations réelles. En termes de diffusion, on n'est plus sur une diffusion descendante finalement, où on va juste transférer quelque part, plus que transmettre même les procédures. On met plus l'accent sur l'appropriation des procédures. Et s'approprier une procédure ne veut pas juste dire l'avoir reçue et avoir été formé à son suivi, en fait. Cette appropriation, elle peut prendre du temps et elle prend du temps. Elle est nécessaire et encore une fois, une organisation qui aurait pour vision ou qui a pour vision des procédures, le fait qu'elles sont une ressource pour l'action,
ces organisations-là vont ménager un temps pour que les opérateurs puissent s'approprier les procédures. Voilà pour j'aurais envie de dire le contraste entre diverses, manières de penser les procédures et tout ce qui se cache derrière. Heu, mais ce dont on se rend compte, c'est que la procéduralisation, comme je l'évoquais en introduction brièvement, ne touche pas que les opérateurs de première ligne, et cette marche, on va dire, vers, davantage de procéduralisation, elle dépasse largement le niveau opérationnel, même si elle prend d'autres formes, qu'on n'appelle plus nécessairement ça juste des procédures. Hem, mais on se rend compte que la procéduralisation, elle s'est petit à petit, déplacée des activités opérationnelles, c'est-à-dire de l'individu, l'opérateur de première ligne, encore une fois, à l'équipe, à l'organisation, voire à toute une industrie. Si je prends par exemple l'exemple de l'aviation, je suis désolée, je suis un petit peu biaisée de par mon parcours. Les procédures pour les pilotes ou pour les contrôleurs ou pour les mécaniciens ont toujours, existé ou en tout cas existent depuis la la l'expansion de l'activité de l'aviation commerciale. Mais on se rend compte que, dans les années 80 par exemple, les activités, au niveau des équipes ont été ou des équipages notamment, ont été, procéduralisées, notamment au travers de réglementations qui se sont appelées, CRM, Crew Resource Management, c'est-à-dire comment, un équipage pouvait gérer au mieux, les ressources, disponibles dans un cockpit et à l'extérieur du cockpit. Et donc les formations de type Crew Resource Management ont fait l'objet d'une réglementation. Donc il y a un référentiel, réglementaire qui a été, hem, rédigé, encore une fois vers la fin des années 80, heu, pour que les équipages soient formés en équipage à un certain nombre d'activités. De la même manière, au niveau des organisations, il y a eu un certain nombre de référentiels qui sont sortis, notamment, je suis désolée, j'utilise l'anglais parce que c'est la langue, de l'aéronautique, pour que, chaque compagnie aérienne ait ce qu'on appelle un Airline Operations Policy Manual, heu, qui décrit à la fois l'organisation, les responsabilités du manager, responsable. Donc voilà, on passe de procédures très opérationnelles à la description de comment un équipage doit fonctionner, puis à la description de comment une organisation doit fonctionner et même, au niveau de l'industrie, à la manière dont n'importe quelle, organisation aéronautique doit gérer la sécurité. Alors ça n'existe pas que dans, l'aviation, mais les réglementations, sur les systèmes de gestion de sécurité sont aussi une forme de procéduralisation, une forme de référentiel de comment une organisation à risque doit gérer la sécurité, doit à la fois, s'organiser, heu, procéder pour gérer la sécurité. Donc on se rend compte que cette procéduralisation, elle s'étend selon cet axe-là, c'est-à-dire de l'individu vers les équipes, vers l'organisation, voire vers toute une industrie. On observe, depuis un certain nombre d'années, hein, le l'émergence et la démultiplication de standards industriels. Ces standards étant finalement une forme de procéduralisation, une forme de référentiel partagé sur, comment, concevoir un certain nombre de systèmes, sur comment s'organiser, sur, comment, gérer la sécurité, sur comment gérer la sûreté. Donc voilà, ces référentiels
ces formes de procéduralisation s'étendent à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau de l'industrie. Donc selon ce premier axe, mais également touche un nombre de sujets ou un périmètre croissant de sujets. Je viens d'évoquer il y a quelques minutes l'extension des référentiels vers les systèmes de gestion de la sécurité. Euh, il est question, et ça existe déjà dans certaines industries et ça arrive dans d'autres industries, de réglementer, donc d'une certaine manière de procéduraliser des sujets tels que la culture de sécurité, malgré toutes les réserves et toutes les réticences que bon nombre d'experts, notamment en sciences humaines et sociales, d'experts sur les facteurs humains et organisationnels, peuvent avoir. Mais voilà, on assiste à cette tendance à réglementer ou à développer des référentiels euh, sur un ensemble croissant de sujets qui ont trait à la sécurité et à un ensemble de niveaux qui ne sont plus du tout cantonnés aux opérations. Donc globalement, on continue d'assister, parce qu'encore une fois, ce phénomène a débuté il y a maintenant un certain temps. euh, on continue d'assister à une bureaucratisation de la sécurité et plus globalement des activités sociales qui sont. Mais on va rester cantonné à la sécurité dans ce cadre-là. Euh, alors, la, la question qui vient juste après, c'est finalement, est-ce que tout ça fait progresser la sécurité? Est-ce que tout ça va dans le sens attendu? Ben, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Euh, et notamment parce que derrière les procédures, alors je vais dire procédure pour simplifier, mais vous aurez compris que qu'il s'agisse d'une procédure opérationnelle, d'un processus organisationnel ou d'un standard industriel, on est dans ce domaine de la procéduralisation. Et finalement, tous ces référentiels-là euh, ont d'autres enjeux que le seul enjeu d'amélioration de la sécurité. Euh, alors déjà, au niveau des opérateurs de première ligne, euh, on a observé un certain nombre de phénomènes qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Le premier étant, par exemple, que certains opérateurs décident de ne pas agir s'il n'y a pas de procédure. Donc là, les procédures euh, agissent finalement comme une sorte de bouclier derrière lequel les opérateurs peuvent s'abriter en disant finalement, s'il n'y a pas de procédure, je ne fais rien. Euh, et ça, ça peut être pour des raisons contractuelles ou des raisons légales. C'est un phénomène qui est notamment accentué dans le cas des arrêts de tranche dans le domaine nucléaire, lorsque ce sont des prestataires qui doivent réaliser des activités, mais que les procédures ont été rédigées par l'exploitant nucléaire. Là, il y a des enjeux contractuels très importants, mais ça peut également se situer au niveau individuel où des procédures, ou des opérateurs ne voulant pas se voir reprocher quoi que ce soit, euh, décident de ne pas agir en dehors des procédures, et donc s'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'action. Autre phénomène qu'on observe parfois, c'est des opérateurs qui, même lorsqu'ils sont conscients que la procédure n'est pas nécessairement idéalement adaptée à la situation, se replient malgré tout derrière la procédure, cette fois encore, pour que rien ne puisse leur être reproché, et notamment qu'on ne puisse pas leur reprocher d'avoir procédé à des écarts par rapport à la procédure. Euh, donc,
là, on se rend compte que la procédure peut aussi être, encore une fois, ce bouclier ou ce prétexte au nom duquel, euh, alors prétexte sans aucune connotation, hein, mais prétexte au nom duquel on va pouvoir finalement se retirer de l'activité. C'est une sorte de droit de retrait. C'est le cas, alors, un cas dans le domaine du transport des matières dangereuses chez un opérateur de transport des matières dangereuses, dans lequel, les chauffeurs ont le droit de se retirer ou d'arrêter, leur activité, même s'il y a un impact sur la production, mais ils ont le droit de s'arrêter si des conditions qualifiées de non négociables ne sont pas remplies. Heu, c'est alors dans le domaine aéronautique, il y a, un une sorte de procédure comme ça qui décrit les équipements minimaux sans lesquels un avion, ne peut pas décoller. C'est ce qu'on appelle la Minimum Equipment List. Hem et c'est un si l'avion ne remplit pas ces conditions-là, heu, légitimement et pour la sécurité, l'équipage, peut décider heu, de ne pas décoller. Heu, alors, dans ces cas-là, il y a une procédure, hein, c'est une procédure. Elle peut être, on n'est pas tout à fait dans le cas d'une procédure qui ne serait pas adaptée. Dans ce cas-là, elle est parfaitement adaptée. Donc, voilà, mon exemple n'est pas idéal pour ce cas-là. Hem, alors ce phénomène de procédure comme bouclier, on l'observe également au niveau des organisations, heu, avec un phénomène assez surprenant, mais qui a été, mis en évidence, par des études scientifiques, heu, où on a observé que finalement, dans certaines organisations, alors que la réglementation externe, donc les injonctions, heu, produites par l'autorité, donc lorsque ces injonctions reculaient, c'est-à-dire que le cadre réglementaire s'allégeait, on observait en interne un phénomène totalement inverse de surrégulation, c'est-à-dire de démultiplication des processus, procédures, internes, donc par produits, pardon, par l'organisation elle-même pour cadrer l'activité, à la fois des opérateurs, des managers et cetera. Ce que les chercheurs qui ont, réalisé cette étude ont mis en évidence, c'est qu'il y avait 3 mécanismes qui, produisaient cet effet finalement de surrégulation, interne. Heu, un mécanisme lié à l'auditabilité du travail, heu, un mécanisme lié à la responsabilité, des managers, heu et un mécanisme lié plus aux pratiques des audits. Et là, on se rend compte que derrière ces procédures, ou plus généralement derrière ces référentiels, il y a aussi un enjeu de, responsabilité, mais également de démonstration. Le fait de montrer qu'on fait ce qu'il faut pour gérer la sécurité. Alors, au-delà de ces effets inattendus, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec, des décennies de production de procédures et de procéduralisation, pose, de nouvelles questions et notamment une, qui est relativement présente dans les préoccupations des acteurs des industries à risque. Hem, cette question est finalement, on a empiler, démultiplier, ou multiplier en tout cas les procédures, les référentiels et on se retrouve, face à un empilement, heu, pas toujours
cohérent, pas toujours applicable, hem, avec lequel il faut composer. Et finalement se pose aujourd'hui la question de la simplification, des référentiels actuels. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à rajouter des procédures, à rajouter des processus, sans avoir nécessairement de mécanisme pour, garantir la cohérence entre tout ce corpus de référentiels. Heu, on a rarement d'activité de suppression de procédures ou de processus. On est plutôt toujours dans l'ajout, dans la multiplication. Et aujourd'hui, encore une fois, se pose une vraie question, qui est: est-ce que cet édifice tient debout? Et est-ce que cet édifice, continue à être, pertinent et efficace pour la sécurité? Alors, je dois vous avouer qu'à ce jour, la question reste entière, qu'on n'a pas, on n'a pas de réponse, ou d'éclairage très disponible, heu, en tout cas d'éclairage scientifique très disponible sur cette question. Ça fait partie des questions, sur l sur lesquelles la FONCSI, va se pencher, dans les mois et les 2 années qui viennent, en fait. Mais à ce jour, ça devient une question, préoccupante à laquelle il faut qu'on s'attelle, collectivement. Peut-être juste, quelques mots de conclusion avant de passer aux questions, parce que je pense que l'échange sera intéressant. Heu, alors, c'est assez difficile de conclure sur cette question de la procéduralisation de la sécurité. Comme l'a dit Marina, c'est pas une question nouvelle. Heu, est-ce qu'on ne se pose pas finalement aujourd'hui les mêmes questions que celles qu'on se posait il y a 15 ans? Heu, peut-être, en partie. Alors, pourquoi? Bah, peut-être parce que, tout simplement la question de la procéduralisation de la sécurité, c'est une question qui est complexe. Hem, elle a des implications croisées, elle a des effets inattendus, comme on vient de l'évoquer. Hem, elle peut être, différente selon les situations, selon les contextes. Elle va dépendre du cadre, notamment du cadre réglementaire, du cadre juridique. On a vu, et je passe au point suivant, que, les enjeux derrière cette marche, heu, un peu forcée vers la procéduralisation de la sécurité sont multiples. Il y a certes, une volonté d'améliorer la sécurité, mais on a vu que, il y a des enjeux, juridiques et légaux derrière, qu'il y a des enjeux de démonstration vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis de l'autorité, que ce soit vis-à-vis de la société civile, de montrer qu'on fait ce qu'il faut et qu'on met en place ce qu'il faut pour, heu, gérer la sécurité. Hem, alors il y a des propositions sur, le des manières d'aborder cette question de la procéduralisation, au travers d'une approche plus nuancée, et notamment d'approches qui distingueraient différents types de procédures selon la nature des situations, notamment selon, la nature, d'une part, des tâches à réaliser, selon qu'elles sont, très répétitives ou pas, heu et également selon les connaissances disponibles, heu, sur la nature des situations. Est-ce que ces connaissances sont complètes et formelles? Auquel cas on peut peut-être, de manière très efficace proposer, des procédures, à suivre. Ou est-ce que au contraire la base de connaissances est très incomplète? Ou au contraire basé plus sur l'expérience, auquel cas une formalisation, serait compliquée et quoi qu'il arrive, pas nécessairement adaptée comme on l'a vu. Hem,
Donc voilà, est-ce que l'une des l'une des manières d'avancer sur ce sujet, c'est d'avoir une approche des procédures, plus nuancée, plus adaptée à aux situations auxquelles on cherche à faire face avec cette structure, de référentiel. Heu, mais encore une fois, on l'a vu, c'est pas si simple. Heu, Ces procédures, elles ont aussi des enjeux, juridiques, elles ont aussi des enjeux, de démonstration et avoir une approche, heu, on va dire un petit peu nuancée, un petit peu, heu, discriminante selon les situations, peut se heurter à un cadre, réglementaire ou à un cadre juridique, un petit peu trop uniforme. Donc si on revient à la question initiale, est-ce que les procédures, ou est-ce que la procéduralisation de la sécurité est souhaitable? Oui, heu, à condition que les procédures soient, conçues avec, les opérateurs, qu'elles évoluent avec les situations. Heu, donc oui, certainement, elles ont, de grands atouts et de grands intérêts pour la sécurité. Heu, Est-ce que la procéduralisation est évitable? Certainement pas. Heu, Elles sont on voit des mécanismes et des phénomènes, heu, comme on l'a évoqué tout à l'heure, s'il y a pas de procédure, pas d'action. Donc oui, on en a besoin pour plein de raisons. Et par ailleurs, on est déjà allé trop loin. On est déjà, très avancé, on a déjà, tout ce corpus, de référentiels avec lequel il faut composer aujourd'hui. Hem, donc voilà, je ne sais pas exactement s si on progresse, hein, sur cette réflexion sur la procéduralisation de la sécurité. On a toujours des questions, des questions, en suspens, on va dire, des questions non réglées, comme celle de, l'adaptation, de cette approche de la procéduralisation au cadre, encore une fois, réglementaire, juridique et cetera. Heu, mais voilà, avoir ces schémas en tête de, vision contrastée de procédures, de ce qu'elles impliquent ou de ce qu'elles supposent implicitement de ce qu'elles impliquent, permet probablement d'avoir une approche, comme on l'évoque ici, plus nuancée et peut-être plus constructive pour la sécurité, heu, que lorsqu'on ne dispose pas de ces nuances, en tête. Voilà, je vais m'arrêter là avant que Marina ne me rappelle, que j'arrive à la fin de la présentation. Heu, je vais vous remercier.